Réel plaisir est pour moi de vous informer, mesdames et messieurs, bonsoir. Place au sommaire. Le président de la République, Félix Tshisekedi, séjourne en Côte d'Ivoire où il participera au sommet de chefs d'État de la COP 15. Élection du gouverneur au Congo central, le député provincial Guy Bandou succède à Matubwana. C'est tout pour les sommaires. Débutons avec cet élément. Après le Soudan, le chef de l'État Félix Tshisekedi est arrivé dans la soirée du 8 mai en Côte d'Ivoire pour participer au sommet de chefs d'État de la COP 15. Suivez cet élément. Après les Soudans du Sud, le président de la République Félix Tshisekedi est arrivé dans la soirée ce dimanche 8 mai en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. D'après la dépêche de la présidence, le président Félix séjourne en terre ivoirienne pour participer au sommet des chefs d'État de la COP 15 sur la lutte contre la désertification et la sécheresse. Le chef de l'État est accompagné de la première dame, Madame Denise Nyakero, invitée au caucus genre de la COP 15 et du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, composant la délégation de la RDC en provenance de Juda, capitale du Soudan du Sud. Le chef de l'État s'est entretenu en tête à tête avec son homologue soudanais Salva Kiir au sujet des hydrocarbures, de l'embargo sur les armes qui frappent le Soudan du Sud. Le Premier ministre Samalou Kondé est arrivé à Coupetoum en Afrique du Sud dimanche soir pour présenter les opportunités d'investissement qu'offre le secteur minier congolais au Forum international Mining Indaba 2022. Commentaire Marie-France Adjala. Accompagné des ministres des Mines, du numérique et de la communication et des médias, le chef du gouvernement est arrivé à Cape Town, en Afrique du Sud, où il est venu représenter le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à ces forums placés sur le thème « Évolution du secteur minier africain ». Investir dans la transition énergétique, les CG et les économies, c'est autour de ce thème principal que les différents échanges et réflexions vont être menés. Les participants à ces assises sont appelés à regarder dans la même direction pour des lendemains meilleurs et de la communauté africaine. Cette 25e édition du Forum Indaba Mining, depuis sa création, trouve une alternative managériale pour que les premiers bénéficiaires des ressources minières soient d'abord et toujours les Africains. Signalons à cette cérémonie d'ouverture la présence du président zambien Hakainde Hichilema aux côtés de son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa, pays organisateur de ces assises, sans oublier le Botswanais Mokgwechi Masisi. Plusieurs organisateurs économiques du secteur minier, les membres de la société civile, les experts du secteur minier venus des 4 coins du monde prennent part à cet important événement pour échanger et booster les investissements dans le secteur des mines afin de favoriser le développement du continent africain. Selon le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, la thématique qui fait l'objet de ces assises place la RDC au cœur des enjeux. Diomi Ndongala demande l'annulation des élections dans la province du Congo central pour raison de la corruption. Suivez-les au micro de votre rédaction. Aujourd'hui, devant l'imbroglio, devant la situation chaotique qui prévaut dans cette province, où est l'espoir? Où est la notoriété? Où est l'avenir de ces peuples? Quand les élections sont entachés d'une telle ignominie, une corruption généralisée où les députés ont été achetés après avoir été réduits dans la mendicité à coût de centaines de milliers de dollars. Il y a des candidats qui ont proposé plus de 100 000 dollars à chaque député. C'est inadmissible. Ils ont acheté la conscience de nos députés pour coloniser cette province et faire passer cette province sous le contrôle de forces obscures. Cela, nous n'allons jamais l'accepter. C'est pourquoi j'attire l'attention du peuple Congo. S'ils sont contents, qu'ils applaudissent. Mais s'ils ne sont pas contents, il y a des méthodes pacifiques de réagir devant une telle situation. Le Mukongo ne doit pas continuer à être écrasé. C'est fini. Je vous dis, si on n'annule pas ces élections, la province va devenir ingouvernable. Nous allons décréter l'ingouvernabilité de cette province dans cette situation. Trop, c'est trop. Soit, ils vont nous arrêter
en inventant des cabales, comme par le passé, puisque nous avons résisté, mais aujourd'hui, nous allons résister. Nous n'allons pas accepter ces élections-là. C'est pourquoi je demande au chef de l'État, garant de fonctionnement des institutions, d'annuler ces élections immédiatement. Faute de quoi, nous demanderons au peuple Congo de descendre dans la rue en réagissant bien sûr pacifiquement. Dès demain, si on n'annule pas ces élections, le peuple Congo va descendre dans la rue et il va réagir pacifiquement. Je dis, si on ne trouve pas une solution politique à cette situation où on veut humilier les leaders Congo, moins un long, pour des intérêts égoïstes, nous allons mettre fin à cette situation d'imbroglio. Et nous allons amener la population à réagir quant à cette injustice. Inacceptable. D'où viennent ces sommes d'argent qui ont circulé? Des millions de dollars. C'est l'argent de la mafia. Élection du gouverneur au Congo central, l'honorable Guy Bandou Ndungidi succède à Atou Matubwana au poste du gouverneur de la province sur un vote de 33 voix, selon dit 9 mai au siège de l'Assemblée provinciale du Congo central. Suivez cet élément. 2022, les rideaux sanctionnant le deuxième tour de l'élection du gouverneur que vient d'organiser le secrétariat exécutif provincial sous l'aiguille de Bernardine Kitondo Bodi sont enfin tombés. Au siège de l'Assemblée provinciale du Congo central, au terme d'un scrutin à la fois démocratique, transparent et apaisé, mais interdit aux cardiaques. Les députés provinciaux, en leur qualité de grands électeurs, ont jeté l'air dévolu sur le candidat Gimbadou Ngoudini, qui a obtenu 33 voix pour présider désormais aux destinées de la province du Congo central en remplacement de l'ancien gouverneur déchu Atou Matubwana, contre son adversaire du jour. Dans sa lourde tâche visant notamment l'amélioration des conditions sociales de ses administrés et le développement harmonieux du Congo central dans tous les domaines. Le nouveau locataire de l'immeuble Android qui abrite tout le service du gouvernorat de province sera secondé par Grace Bilolo, devenu d'office vice-gouverneur, puisque faisant partie d'un même ticket avec le candidat victorieux. Cette élection, tant entendue par toute la communauté né Congo, de partout où elle se trouve, met enfin fin à l'intérim de Justin Loemba Makoso, qui pleuve ou qu'il neige, va devoir jeter une fois pour toutes l'éponge dès l'installation officielle du docteur Guy Badou. Cet oiseau rare, tant recherché, est devenu aujourd'hui le nouveau chef de l'exécutif provincial. Et sauf imprévu, celle-ci interviendra à la première quinzaine du mois de juin prochain. Chapeau bas tout de même à Justin Luamba, qui, bien que coincé par l'inspection générale des finances, a quand même pu réaliser le merveille en peu de temps seulement d'intérim. Parlons sécurité à présent, état de siège en Ituri, fin de l'itinérance sécuritaire et administrative du gouverneur militaire dans les territoires d'Aro sur une vote de satisfaction. Kevin Mukunda. Le gouverneur militaire de l'Ituri ne pouvait pas clôturer sa mission en territoire d'Aro sans fouler le sol d'Ungbokolo. Question de rassurer la population de la chefferie de Kakwa du renforcement des dispositifs sécuritaires pour la protéger ici comme partout ailleurs. Les filles et fils de cette partie de la province exultent à l'arrivée du lieutenant général Lubouyankashama Johnny, le pacificateur. Dans son adresse, le chef de l'administration militaire a également rassuré cette population de la détermination à mettre fin aux tracasseries sous toutes ses formes. Effectivement, déranger piloter ce qui y a la paix ici. Parce que l'état de siège, les alliés qui prennent la cause qui sont autorité de l'État. Soldats, Azan, Adora, Kokendekocha, barrière, nous avons que Bilanga. Il y a une barrière, oh, Pesanga, droit ni Noana.
visite est saluée par les habitants d'Ingbokolo et Kengezibaz qui parlent d'un changement positif sur les plans sécuritaires depuis la signature de l'accord avec la province du sud soudanaise de l'État central équatorien en matière de la coopération transfrontalière. Oui, quand même, nous avons vu un changement depuis qu'il y avait notre délégation de la province avec une délégation du Sud-Soudan. On a ces changements parce que maintenant il y a une maîtrise des guerres entre là, la population est très bonne, très bien portée, il n'y a pas encore de danger jusque-là. À Kengezibaz, à la frontière avec le Soudan du Sud, le numéro 1 de l'Ituri a appelé les services de sécurité et de défense ainsi que d'autres services de l'État à travailler avec patriotisme pour l'intérêt général. Ici, il y a beaucoup de fonctionnaires qui se sacrifient pour le pays. Et il était donc important pour moi de venir les voir et de voir aussi, de visiter aussi la frontière, notre frontière, qui a son importance et au besoin donner des conseils parce qu'il y a toujours des petits problèmes. Nous sommes à Bunia, chaque jour c'est Kengezibaz. Maintenant au moins j'ai vu les fonctionnaires, j'ai eu l'opportunité de parler avec eux, j'ai eu l'opportunité de les encourager. Et donc, je pense que c'est une bonne chose pour nous. Une descente clôturée par la visite d'un pont construit non loin du chef-lieu de la chefferie de Kakwa pour désenclaver cette partie de la province de l'Ituri. Depuis Kengezibaz à la frontière avec le Soudan du Sud, Suleiman Junior, RTNC. Et dans la ville de Lubumbashi, 325 Kuluna ont quitté la ville par l'aéroport de la Luano pour Kanyama Kasese. Ces jeunes étaient à la base de la perturbation et de l'insécurité de la ville de Lubumbashi. Reportage. Ce fait, le premier groupe de 325 enfants en rupture de lien familial, communément appelé Chegué, a pris l'avion ce dimanche 8 mai 2022 à l'aéroport international de la Luano à destination de Kanyama Kasese pour le service national. C'était en présence du vice-gouverneur de province, Jacob Kamfa Kimimba, accompagné du général Jean-Pierre Kasongo Kabouik, directeur du service national. Bien avant, le numéro 2 du Okatanga s'est imprégné de l'encadrement de ces jeunes dans les installations du complexe scolaire Kiwele, où chacun, habillé en tenue de service national, a suivi les dernières instructions avant l'embarquement dans l'avion à l'aéroport de la Luano. Le vice-gouverneur de province, Jacob Kamfa Kimimba, se dit satisfait de l'opération des traques de ces jeunes qui causaient de l'insécurité sur la ville de Lubumbashi vers le centre d'encadrement de Kanyama Kasese. Nous sommes très contents de la manière que cette opération vient de se faire. Nos jeunes gens viennent d'être embarqués pour Mbujimaï et de Mbujimaï, ils vont rejoindre Kanyama Kasese. Là où le centre va bien les accueillir et les entretenir, les former et les apprêter pour qu'ils soient de citoyens qui vont servir la nation. D'après le général Jean-Pierre Kasongo Kabouik, ces jeunes iront apprendre différents métiers à Kanyama Kasese. Il y en a qui seront des ouvriers agricoles, des opérateurs de tracteurs, des machines agricoles. Il y en a qui vont être formés à la maçonnerie, qui vont être formés à plusieurs autres métiers, afin qu'ils servent vraiment la nation dans la filière où ils vont être formés. Donc, je ne peux que rassurer qu'ils sont dans des bonnes mains. Ils ne vont pas en prison, mais ils vont dans un centre d'encadrement et de formation. Avec cette opération conjointe, gouvernement, Kaboula, service national, sous la bénédiction du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, l'inquiétude sociale dans la ville de Lubumbashi s'en trouvera renforcée et les anciens enfants de la rue, formés à divers métiers rendus utiles à la société. Prenons la page internationale à présent. Bientôt une nouvelle vie à Monono après la découverte de lithium pour la fabrication de batteries. L'entreprise australienne attend l'accord du gouvernement avant le début des travaux. Suivez. Mais un autre métal pourrait donner une nouvelle vie à Manono, le lithium, que ces prospecteurs australiens affirment avoir repéré en abondance. Le lithium désormais très recherché car il est indispensable pour les batteries des nouveaux moteurs électriques. La société AVZ Minerals a fait des forages jusqu'à près de 400 mètres de profondeur dans la région. Résultat, la qualité du gisement est très bonne. Nous avons 400 millions de tonnes de minerais de lithium à 1,6%, probablement la plus importante ressource non exploitée au monde.
Nous avons l'intention de consacrer 600 millions de dollars à la construction d'une usine ici. Cela comprend l'équipement minier, l'usine de traitement où nous concassons et broyons le minerai et le faisons passer par une usine de séparation en milieu dense. L'étude de faisabilité définitive est bouclée et a été transmise il y a plusieurs mois au gouvernement. AVZ Minerals attend maintenant un permis d'exploitation. S'il arrive rapidement, la production pourrait commencer en 2023. Il y a des centaines d'emplois à la clé, la réhabilitation des infrastructures. À Manono, désormais, tout le monde attend le permis. Le service des services plutôt secrets de l'Amérique accusé d'être à la base de l'hécatombe des généraux russes selon New York Times. Suivez cet élément. Il y a un certain nombre de généraux russes qui sont morts depuis le début de cette guerre, Thierry, une douzaine me semble-t-il. Et alors on a des infos selon lesquelles les Américains n'y seraient pas étrangers. Oui, c'est le New York Times qui écrit un papier là-dessus. C'est vrai que cette hécatombe parmi les hauts gradés russes a surpris les analystes militaires, peut-être parmi vos invités aussi. Depuis le début de l'invasion, 12 généraux ont été tués. L'un des conseillers du président Zelensky a qualifié d'extraordinaire ce taux de mortalité. Alors que dit ce papier du New York Times? Les renseignements américains auraient aidé l'armée ukrainienne à cibler et à éliminer certains de ses officiers. Alors, je laisserai vos invités débattre sur le pourquoi de cette fuite au New York Times. C'est vrai qu'en matière de renseignement, on a toujours le droit de douter, de se poser beaucoup de questions. En tout cas, le New York Times cite de hauts responsables américains. Ils expliquent que les États-Unis se sont concentrés, je cite, sur la fourniture de l'emplacement et d'autres détails sur le quartier général mobile de l'armée russe qui déménage fréquemment. L'armée ukrainienne, ensuite, j'allais dire, s'est chargée du reste avec son artillerie. Alors, avec ces révélations, question qui surgit d'emblée, un pas a-t-il été franchi vers la co-belligérance des États-Unis? Peut-être parce qu'en tout cas, ces révélations ont rapidement été démenties par l'administration américaine et notamment par le Conseil de sécurité nationale. Nous ne fournissons pas de renseignements dans l'intention de tuer des généraux russes. Voilà ce que dit ce conseil. Le New York Times prend aussi quelques précautions en disant que les services américains n'auraient pas participé à cette attaque dont on se souvient qui a visé le plus haut gradé de l'armée russe, Valéry Gerasimov, qui a été blessé ce week-end en Ukraine. Ah, alors, merci beaucoup. Merci Thierry. Vous dites qu'il n'est pas blessé Les services de renseignement ukrainiens le disent qu'il avait quitté l'endroit avant la frappe. En tout cas, ça a été attaqué. Il était à l'endroit où il était. Qu'est-ce qu'il faut penser de tout ça? Parce que, à la limite, les Américains n'ont jamais dit que c'était eux qui avaient tué les généraux. Hein. Non, mais c'est vrai. En fait, ce que disent les Américains est parfaitement vrai. Mais c'est-à-dire que ceux dont ne se rendent pas compte ni le grand public et surtout plus étonnamment l'état-major russe, c'est aujourd'hui quelles sont les capacités de ciblage des Occidentaux. Depuis 10 ans, les progrès qui ont été faits dans le cycle du ciblage sont absolument incroyables. La capacité de... Le ciblage, c'est le repérage. Le ciblage, c'est plus que ça. C'est un cycle court qui permet de repérer les positions de l'ennemi, ses faiblesses, le renseignement exploitable, les coordonnées et de provoquer l'action. Aujourd'hui, les Occidentaux sont capables de faire du ciblage avec du renseignement à fin action en 2 heures. Un Russe qui fait le travail à l'ancienne va envoyer une équipe de reconnaissance avec des éclaireurs en blindé léger qui va essayer de faire de la reconnaissance en force pour trouver l'endroit qui passe pas bien, etc., etc. Puis derrière, va faire soit des commandos, soit des hélicos, soit de l'appui en aviation sur 24 à 48 heures. Vous voyez bien la différence aujourd'hui. Il y a 40 satellites américains qui sont sûrs et il n'y a même pas besoin d'avoir attendu le New York Times. Joe Biden lui-même, dans son discours, a dit « Nous donnons aujourd'hui aux Ukrainiens les renseignements qui leur permettent de faire cette guerre. » Mais attendez, les Russes aussi n'ont pas vraiment... Les Russes, ils ont des satellites aussi, les Russes. Oui, mais ils n'ont pas... C'est pour ça que ce que je vous explique, c'est pas simplement une question de matériel. C'est vraiment une question de conception des opérations. Les effets, quels effets on obtient. Le ciblage, c'est la capacité d'intégrer des effets pour obtenir vraiment des résultats militaires très importants et en boucle très courte. Les Russes aujourd'hui... Quand on explique depuis le début de la guerre que les Russes, ils passent des coups de fil avec des talkie-walkie qui ne sont pas protégés, enfin, ça paraît quand même... Et c'est l'intégration de tout ça, c'est l'intégration de l'écoute, c'est l'intégration de ce que voient les avions et les radars volants, c'est l'interception, c'est tout ça qui est fusionné, ce qu'on appelle la fusion du renseignement dans
dans des structures qui sont des structures interagences et interservices, qui sont capables de refaire tout ça, de le donner au planificateur militaire, qui lui va l'intégrer tout de suite dans sa manœuvre, va faire un concept d'opération rapidement, va le signer et va envoyer. Et ça, les Russes ne se rendent pas compte. Et donc, ce qui est ciblé, ce qu'ont dit les Américains, c'est pas les généraux, c'est le CO, le centre opérationnel, le centre de commandement. Et aujourd'hui, on le voit dans tous les exercices de haute intensité, dont le dernier qu'a fait la France avec les Américains il y a 6 mois. On voit les résultats de ces exercices aujourd'hui, c'est que les CO ont une durée de vie très 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 faible, qu'on nous-mêmes on est en train de repenser à la configuration de ces centres de commandement opérationnel, parce que comme il y a des antennes partout, même si elles sont déportées, etc., et ben évidemment c'est une cible naturelle, parce qu'une fois qu'on a étêté la bestiole, ben après les membres ils s'agitent dans leur coin, mais ils sont plus efficaces. Non, mais ça nous apprend quand même aussi quelque chose de général. Ça nous apprend que l'armée ukrainienne, et ça, pardon, mais les Américains l'avaient peut-être vu, mais en tout cas nous pas forcément, l'armée ukrainienne, elle est extrêmement bien organisée, extrêmement réactive et extrêmement intelligente dans son fonctionnement. A priori, elle a les capacités effectivement de faire ce ciblage qui est essentiel, puisqu'en fait les centres de commandement, c'est le système nerveux, finalement c'est le cerveau de l'opération, et vous en avez un par division, un par corps d'armée, et le but c'est de décapiter finalement le commandement. Ouais. Car sur le terrain, ce sont des exécutants qui font la guerre, et ceux qui pensent la guerre, ils sont dans ces postes de commandement. Exactement. Donc une fois qu'on les a bien ciblés, effectivement, il faut les détruire. Et c'est vrai, vous avez tout à fait raison, les Ukrainiens montrent qu'ils sont capables de le faire. Je ne pense pas qu'ils soient capables de le faire tout seuls, ça m'étonnerait quand même. Donc ils ont le renseignement dont on vient de parler. De l'outil qu'on nous donne. Voilà. Et puis, il faut quand même rebondir sur, je dirais, l'élimination physique des généraux. L'élimination physique des généraux, ça fait pas partie de la guerre. C'est pas forcément eux qui sont ciblés, c'est le centre opérationnel. Donc, effectivement, il y a une extrapolation qui donne une dimension qui est peut-être pas très éthique dans la guerre. Oui, c'est ça. Sur la place rouge, répétition générale pour le défilé du 9 mai, afin de célébrer la victoire de la Russie sur l'Allemagne et l'Asie, une démonstration de force pour la Russie et un avertissement pour les autres. Suivez ces commentaires. Dans les airs, des avions de chasse forment la lettre Z, symbole de l'offensive en Ukraine pour la Russie. Sur la place rouge, répétition générale pour le défilé du 9 mai, qui célèbre la victoire de la Russie sur l'Allemagne nazie. Je suis là pour exprimer mon respect pour nos anciens. Moi, j'ai perdu mon grand-père pendant la Seconde Guerre mondiale. Je voulais montrer à mon fils notre armée. Il m'a même demandé de lui acheter un drapeau. Moi, ce que je préfère, ce sont les blindés et les chars. Ils sont si gros. Cette parade militaire, une véritable démonstration de force pour la Russie. L'occasion d'exhiber sa puissance militaire et de montrer les nouvelles armes. Mercredi, l'avion de l'Apocalypse a été dévoilé. Il permet à Vladimir Poutine de continuer à piloter le pays depuis les airs en cas de guerre nucléaire. Pour les Russes, cette fête nationale, dans ce contexte de guerre contre l'Ukraine, a toute son importance. On doit rendre hommage à nos soldats. On leur doit le respect, parce qu'ils assurent la liberté de notre pays. Notre armée n'essaie pas de conquérir un territoire. On ne fait que se défendre. C'est tout. En 2021, 12 000 hommes et 190 véhicules avaient défilé sur la place rouge. Cette année, avec la mobilisation et les multiples pertes de l'armée russe en Ukraine, les effectifs devraient être en baisse. Et bouclons ces journaux avec cette page sportive demi-finale de la Coupe de la Confédération. Le tout-puissant Mazembe bat une extrémiste, la Renaissance sportive de Berkane, d'un but à 0 à Lubumbashi. Commentaire Josaphat Mwanza. Ce n'est qu'à la 92e minute que le Corbeau retrouve enfin le chemin de filet. Après un festival de ratés dans un match à sens unique, visiblement. Le coach congolais du club marocain, Jean-Florent Ubengue, en conversation avec Moïse Katumbi, a choisi de placer devant ce but un de ces grands buts qui font les trajets Berkane. Sidi Slam, espérant faire la différence dans des contre-attaques. Mazembe en sort finalement avec un petit but qui peut peser lourd au match retour. À Berkane donc, ça sera un autre match. Les Marocains qui n'ont rien démontré sur le plan offensif devront alors se dévoiler pour rattraper leur retard
et chercher à s'imposer, surtout que leurs 3 cadres blessés pourraient reprendre du service. Le parcours de renaissance du Berca jusqu'à ces stades démontre en effet qu'il joue mieux à domicile qu'à l'extérieur. Très entreprenant du début à la fin du match, le Polon du Français Franck Dumas ont fait montrer d'une griton à la madrilène qui tranche en un championnat national en vieillesse. Ils resteront à coup sur cette folle dynamique sur le terrain adverse. C'est donc un match plein qui nous sera donné à suivre le dimanche 15 mai à 20h, heure de Kinshasa. À Lubumbashi, on retient son souffle. C'est la fin de ce journal, mais avant de vous quitter, voici le rappel de titres. Le président de la République, Félix Tshisekedi, séjourne en Côte d'Ivoire où il participera au sommet de chefs d'État de la COP 15. Élection du gouverneur au Congo central, le député provincial Guy Bandou succède à Toumatouboana. Messieurs et dames, c'est la fin de cette édition du journal. Restez branchés sur notre chaîne de télévision. Au revoir.